Chose promise, chose due, je vais devoir parler de Freezing. Autant vous dire que ça ne me fait pas des masses plaisir, mais je me dis qu'une fois ceci terminé, je serai plus obligé d'y revenir dessus. Envoie le générique. C'est bon, je ne suis pas ton esclave. Et c'est quoi cette introduction de... Obligé de tout faire soi-même, sérieux. Freezing. C'est une vraie daube, salut! Non mais t'es sérieux là? Mais j'ai pas envie d'en parler, j'ai essayé de lui donner une seconde chance, mais ça m'a encore plus déçu. Calme-toi et fais comme d'habitude. Ok, affiche les informations, merci. Freezing, un manga ecchi action school life, sorti le 10 janvier 2011, basé sur l'œuvre du même titre réalisée par Lim Da-lyong. L'anime a été réalisé par Takashi Watanabe et distribué par les studios ACGT pour un total de 24 épisodes et 12 OAV. Bon, sur la chaîne je n'ai fait qu'une vidéo dans ce cas, c'est Sora no Tsushimono, mais j'en ai vu beaucoup plus que je n'ai pas encore critiqué. Disons que ma tolérance à la douleur a des limites. À présent, je vais vous apprendre à reconnaître un mauvais manga ecchi avant même de le regarder. D'abord, recherchez la mention ecchi. Regardez le nombre d'épisodes, c'est en général entre 12 et 13 épisodes par saison, et voilà, dans 80% des cas, c'est un mauvais ecchi. Et comment tu reconnais un bon manga ecchi? Disons que je compte faire un épisode sur ce qui est selon moi un bon manga de ce type. Ah. Autant ça me va de me remater Cross-Ange, High School DxD, Prison School, High School of the Dead ou encore Shimoseka. Autant ça. Non, pas ces images, pas cet amalgame d'incohérence et de fanservice mal placé, non! Non! Wow, reprends-toi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu as une vidéo à terminer. Ça va mieux. Je ne sais pas vous, mais je compte passer à la critique. Commençons par notre héroïne, Satellizer Elle Bridget, dit la reine intouchable. Ouais, un personnage féminin badass comme je les aime. Regardez-la éliminer ses adversaires avec aisance. Attends, elles se battent entre elles? Chut! Admire le spectacle, j'en parlerai tout à l'heure. Et attends, c'est quoi ça? Bon, un petit coup de lame dans le gamin un peu trop aventuré, c'est... Non, ne me dis pas que... Et voilà le premier problème, on pense avoir un personnage fort, mais on le détruit à peine à la fin du premier épisode. Autant ça ne me gêne pas à condition que l'on développe la relation entre nos protagonistes de façon progressive, comme dans Rosario to the Vampire. Oui, j'aime prendre des exemples. La relation entre nos deux personnages, c'est-à-dire entre Moka et Tsukune, était compliquée. Au début, elle considérait Tsukune comme son garde-manger et à moins que rien d'humain. Ah, les vampires et leur foutue fierté. Mais petit à petit, à cause des aventures qu'ils ont eues, et aussi grâce à son autre personnalité qui, elle, aime notre héros, elle s'est attachée à lui tout en restant la badass qu'elle est censée être. Après, pour le cas de Satellizer, ça peut se comprendre qu'elle réagisse comme ça. Dans un flashback, disons qu'elle a reçu des attouchements, donc c'est normal qu'elle... Non! Elle aurait dû se défendre! Surtout que c'est ultra incohérent! Dans le passé, elle a défoncé un gars qui a eu le malheur de l'effleurer. Alors pourquoi, dans ce cas, tu ne l'éventres pas tout simplement? Le manga aurait pris une toute autre tournure. Et vu que je suis sur les incohérences, je vais continuer. Au début, il est expliqué que les Nova, ces gros machins, sont très dangereux, même après qu'ils soient vaincus, vu qu'ils explosent à leur mort. Dernier épisode de la première saison. Les humains doivent protéger un objectif important. Ils battent la Nova, Yakaboom, l'objectif est sauvé, et tous les personnages qui étaient dans la salle survivent à la déflagration, sans aucune explication. Si, il y en a une. Laquelle? Ta gueule, c'est magie. Et tant qu'à faire, le héros ne sert à rien. Il n'a littéralement pas de personnalité, l'histoire d'amour avec Satellizer n'y pensons même pas, alors que ça devait être la base de tout. Vous ne comprenez pas? Explication. Pour combattre les Nova efficacement, la Pandora doit choisir un limiteur et faire le baptême. Mon assistant va vous expliquer en quoi ça consiste. Lorsqu'une Pandora a choisi son limiteur, cette dernière l'invite dans sa chambre. La suite, personne ne la connaît. Je vous laisse imaginer quand une fille invite un garçon dans sa chambre avec vos esprits pervertis. Une fois ceci fait, les limiteurs peuvent faire des Inimbar 7, ce qui leur permet de lancer des freezing. Et c'est tout. Comment ils font ça? Comment ils deviennent des limiteurs? Personne ne le sait. Autant les Pandora, il y a une histoire de compatibilité avec les stigmates, ce qui leur permet de matérialiser les armes sans problème, alors qu'un homme sur le champ de bataille ne sert à rien s'il n'est pas le limiteur d'une Pandora. Et aussi, pourquoi uniquement faire des freezing? Ils n'ont pas d'autres pouvoirs? Je ne sais pas, moi, buffer la vitesse, augmenter la force, ralentir l'adversaire? Ou plus simplement, pourquoi ne pas les débloquer en fonction de l'affinité qu'ils ont? Plus un couple est soudé, plus il est puissant. D'une part, c'est plus logique vu que c'est en adéquation avec le baptême, et en plus ça éviterait le coup du je suis le héros, donc je suis supérieur à la normale. Ce coup-là, allez vous faire voir.
Ils ont essayé de justifier la chose, mais c'est complètement débile. Et je n'ai pas envie de m'étendre, parce que je pense déjà avoir assez parlé des incohérences. Parce que tirer davantage sur l'ambulance, c'est rigolo, mais il faut pas faire ça. Tu pourrais me faire une bonne transition pour que je puisse continuer? Nova et Pandora, y a-t-il un lien? Merci. C'est vrai que j'ai parlé des Pandora sans expliquer ce que c'était. Ce sont des femmes qui combattent les Nova et qui représentent la seule ligne de défense contre ces voyageurs extradimensionnels. Et aussi, ces dernières sont rares, vu que pas toutes les femmes sont compatibles. Oui, je l'ai déjà dit, mais une piqûre de rappel, c'est toujours bon. Donc, normalement, on évite de les mettre dans des situations mortelles. Attends, tu veux que je te rappelle le premier épisode? Ce que vous venez de voir, c'est ce qu'ils appellent le carnaval. C'est ni plus ni moins un entraînement à armes réelles. Bien sûr, c'est encadré, il y a des équipes médicales pour récupérer le corps des perdantes pour qu'elles soient soignées, mais je suis le seul à trouver ça complètement con. Ok, les Pandora sont plus fortes et plus rapides que de simples humains grâce aux stigmates, en plus de pouvoir soigner de blessures mortelles. Mais elles restent quand même dans une situation qui peut être dangereuse, et une tête, ça ne repousse pas. Et au lieu de matérialiser leurs propres armes, vous n'auriez pas pu leur donner des armes en bois ou moins létales? D'ailleurs, petit point que je considère comme positif, c'est qu'il n'y a pas que des armes style épée. J'en ai vu pas mal de différentes et je voulais souligner ce point. Bien, à présent retournons au problème avec ça. Oui, la tenue est plutôt respectable pour un Ecchi, mais le problème c'est qu'elle la porte tout le temps. Autant pour se balader dans l'école, désolé pour moi ce n'est pas une école militaire mais plus une école pour étudiants, ok, ça va. Mais pour se battre, ce n'est pas adéquat. D'abord, pourquoi tu ne la régénères pas quand, je sais pas moi, t'as les ça à l'air? Tu ne comprends pas, c'est pour le Hechi. Oui, mais tu peux faire du Ecchi sans être incohérent. Et là, je reparle d'incohérence. Ah! C'est bon, je me suis calmé. Je reprends d'où j'en étais, les tenues. Vu qu'elles peuvent les matérialiser, pourquoi elles n'ajoutent pas tout simplement des pièces d'armure, sans pour autant partir sur du juggernaut? Je ne sais pas, moi, au niveau des articulations et du buste. Trop compter sur ses capacités à se régénérer mène forcément à la mort. Surtout qu'elles ont besoin d'aide médicale pour s'en remettre efficacement. Allez, courage, il te reste encore quelques points à aborder. T'as raison, c'est bientôt fini. Je voudrais mettre en lumière la violence dans le manga. Elle ne sert à rien et c'est limite parodique. Oh, certes, il y a beaucoup d'hémoglobine et de membres perdus, mais c'est tellement facile à soigner qu'il n'y a pas de réelles répercussions. De façon générale, quand des personnages se retrouvent dans une situation potentiellement mortelle, ceci crée un sentiment de peur pour les protagonistes suivis, que ce soit de façon directe ou indirecte, et affecte leur mode de vie dans l'histoire. Si Nena Trinity n'avait pas tiré sur la famille de Louise, elle n'aurait très certainement jamais rejoint Hello. Si Tatsumi avait retrouvé ses amis sains et saufs, jamais il n'aurait rejoint le Night Raid. Et des exemples comme ça, je peux vous en sortir à l'appel. Je pense que je vais conclure ici. La saison 2 et les OAV. D'abord, la deuxième saison, elle ne sert quasiment à rien, à part apporter toujours plus de questions et d'incohérences, malgré qu'ils aient essayé de donner des éléments de réponse à la fin, mais vu qu'il n'y a pas les origines du premier contact, eh bien, ça sert à rien. Et les OAV, dites-vous seulement quelques minutes, pas de réponse ou d'avancement dans l'histoire, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes trop chaudes. Donc des OAV de merde. Bien, résumons. Ce manga est incohérent, beaucoup trop échisé et a un scénario à peine introduit et expliqué. Si j'étais scénariste, j'aurais fait ces choix-ci. Attention, pas toutes mes idées sont bonnes, je suis juste un gars qui expose son avis. D'abord, je garde le format 24 épisodes. À ça, j'ajouterai 2 OAV, de 30 à 40 minutes pour la conclusion. Ensuite, je consacre une bonne partie du développement à nos deux protagonistes principaux, ainsi qu'à leur entourage proche, c'est-à-dire Ganessa, Rana et Cathy, et dans un deuxième temps à Amelia et son entourage lors de l'introduction des Pandora. Aussi, donner plus d'importance aux limiteurs, ainsi qu'aux relations qu'ils ont avec les Pandora, ce qui permet d'avoir des moments ecchi, non pas pour la rigolade, mais pour créer une complicité entre les deux protagonistes. Bien sûr, les vêtements qui se déchirent durant les combats pour en apporter un peu plus, à condition qu'elle les régénère quand il y a un temps de pause entre deux attaques. Supprimer les carnavals, car ça sert juste à savoir qui est la plus grosse, Capacité d'attaque. en plus de ne servir à rien, vu que les ennemis principaux sont théoriquement que les Nova. Je serais pour transformer ça en combat 1v1 pour l'entraînement. Tout ça dans un cadre sécurisé et dans le respect de l'adversaire. Et enfin, faire en sorte que l'histoire avance progressivement. Garder une part de mystère et avoir toutes les infos progressivement et en terminer une bonne fois pour toutes avec les OAV. Je sais, c'est drôle de critiquer un manga et de le défoncer comme je viens de le faire, mais c'est intelligent de tenter de l'améliorer. Bien sûr, toutes mes idées ne sont pas bonnes, et ça se trouve que vous l'avez aimé tel qu'il est.
Mais personnellement, il y a beaucoup trop de conneries. Tu dis ça parce que tu préfères les animés sérieux. Je n'ai rien contre l'humour. L'un de mes favoris est pire au niveau ecchi et humour sale. Et même quand l'œuvre est sérieuse, même si ce n'est pas aussi sombre que Berserk, les moments drôles d'Akame ga Kill arrivent parfaitement à contraster avec l'univers impitoyable et violent dans lequel nos héros sont plongés. Alors non, je n'ai rien contre l'humour et les ecchi. Il faut juste savoir bien le doser. Enfin, la critique est terminée. Tu vois, ce n'était pas si laborieux que ça. Mais au moins, je vais pouvoir passer à autre chose. Et quelle sera ta prochaine critique? Eh ben, ce sera sur un manga qui est de mémoire très bon, Garai Zero. On se retrouve la prochaine fois pour cette critique. Bon, tu peux me dire ce qu'il s'est passé tout à l'heure? C'est une longue histoire.